d'auteur s'est fait appeler le réseau Makhno de la Fédération anarchiste. Makhno, vous le savez, ça nous rappelle l'Ukraine de 1921, quand Ernest Makhno a dû, avec des qualités... Pardon ? Nestor Makhno, pardon, a dû faire preuve de capacité de stratège qui était nécessaire pour lutter à la fois contre l'armée rouge de Trotsky, qui est un écraseur de révolution. Nous, anarchistes, nous sommes pratiquement les seuls à le dire, et contre les Russes blancs qui n'avaient pas abdiqué le fait de rétablir l'ancien régime dans le Saint-Empire russe. Voilà, donc j'en ai fini de cette présentation un peu décousue, et nous te donnons la parole, Nicolas. Merci, merci au groupe de Rennes de m'accueillir, puis à tous d'être présents. Donc effectivement, il s'agit de cette petite brochure, petit livre, plus que brochure presque, voilà, intitulé Guerre en Ukraine et sous-titré Géopolitique des empires. L'idée de ce travail est née sans doute de l'émotion que chacun a dû plus ou moins connaître au moment où cette guerre s'est déclenchée. On va bientôt approcher de l'année, parce que c'était le 24 février dernier. Et de ce phénomène qu'on pensait un peu incroyable ou ne plus arriver si près de nous, même si ça a eu lieu en Yougoslavie, mais pas avec la même intensité. On a eu envie de comprendre, de réfléchir, de piger un peu pourquoi ça a arrivé. Et donc c'est né à ce moment-là, il y a eu, donc parmi les gens qui constituent ce réseau Makhno, réseau informel, il y a eu un certain nombre d'échanges par mail, des débuts de texte, puis on a échangé, on s'est répondu. Et c'est un peu de ça qu'est partie cette publication. Dans le réseau en question, il y a la personne qui a été le principal rédacteur, c'est Philippe Pelletier, donc, qui est géographe, qui est stéphanois, et lui qui fait partie du groupe Makhno à Saint-Étienne. Et puis on a été plusieurs autres à intervenir. Même s'il y a un rédacteur principal, je tiens à insister sur la dimension du collectif de cette affaire, dans le sens où tout simplement relire le texte de quelqu'un, le commenter et parfois en retrancher des choses ou suggérer des modifications, c'est un travail collectif dont bénéficie le texte. Donc c'est vraiment quelque chose qui a circulé, et la dimension collective vient aussi du fait que ce soit publié aux éditions du Monde Libertaire. Bonjour. Bonjour. Et qui eux aussi évidemment ont lu le texte, ont fait des commentaires, bonjour, et donc de cette façon-là ont aussi participé à peut-être laisser les nouveaux s'installer, ouais. Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc j'étais en train de présenter cette brochure, ce livre, donc Guerre en Ukraine, géopolitique des empires. J'expliquais un petit peu quelle a été la genèse de ce livre-là, en disant en quelques mots que suite au déclenchement de la guerre et à l'émotion que
ça a provoqué chez tout le monde et chez vous aussi, j'imagine. On a été quelques-uns à échanger et à vouloir comprendre. Et à partir de ces échanges, on a commencé à élaborer un texte qui est devenu cette brochure. Peut-être un tout petit extrait de ce qu'est notre préface à nous, pour expliquer un peu quelles ont été nos motivations et notre manière de travailler. Donc en signant Réseau Makhno, nous en aurons un pan méconnu de l'histoire ukrainienne, avec l'espoir que ce passé soit aussi l'avenir de cette géographie qu'on nomme l'Ukraine. En intitulant Géopolitique des empires, le texte consacré à cette guerre, nous avons l'ambition de resituer le conflit à l'œuvre dans un grand jeu qui, s'il se nourrit d'émotions savamment orchestrées, relève en fait d'une mécanique parfaitement maîtrisée. C'est cette mécanique que l'enchaînement des chapitres tente de mettre à jour avec logique, en partant de l'actualité pour aller vers l'histoire ancienne ou récente. C'est en détaillant la fabrique des États et des récits nationaux, en précisant les instrumentalisations nationalistes et les logiques mortifères des empires militaires et économiques contemporains que nous souhaitons rendre compréhensible la nouvelle carte du monde qui se dessine sous nos yeux. Donc ça, c'est le petit extrait de notre introduction. Dans ce texte, outre notre contribution, on retrouve deux autres textes, dont un qui était très important pour nous, parce d'une part, on l'a reçu juste avant le déclenchement de la guerre, et qu'il est le fruit d'une contribution collective, là aussi, d'anarchistes ukrainiens, en collaboration avec des Biélorusses et des Russes, et donc qui faisait l'analyse de ce qui s'était passé depuis les événements de Maïdan, je reviendrai sur ce que c'était, et le déclenchement de la guerre avec la Russie qui remonte à 2014. C'est un texte intéressant parce qu'il est juste avant la guerre, et c'est la parole des Ukrainiens eux-mêmes qui donnent leur point de vue. Donc voilà, ce texte est intéressant. Peut-être je donne aussi un petit extrait de leur introduction. Je la retrouve. Voilà, donc ce que disent les Ukrainiens rédacteurs de ce texte. Outre nous, le texte a été rédigé par plus de 10 personnes, dont des participants aux événements décrits, des journalistes qui ont vérifié l'exactitude de nos affirmations, et des anarchistes russes, de Russie, de Biélorussie et d'Europe. Nous avons reçu de nombreuses corrections et clarifications afin d'écrire le texte le plus objectif possible. Si la guerre éclate, nous ne savons pas si le mouvement anti-autoritaire survivra, mais nous essaierons de le faire. En attendant, ce texte est une tentative pour laisser en ligne l'expérience que nous avons accumulée. En ce moment, le monde discute activement d'une possible guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous devons préciser que la guerre entre la Russie et l'Ukraine dure depuis 2014. Donc voilà un extrait de l'introduction des compagnons ukrainiens qui ont rédigé une partie de ce texte. Et puis, troisième partie, à la fin du volume, le communiqué de la Fédération anarchiste qui a été diffusé au moment du déclenchement de la guerre, donc dans les derniers jours de février 2002. Donc voilà ce qu'on trouve dans le livre. L'objectif, l'ambition de notre texte, c'est plus de donner à comprendre le contexte et pourquoi ça arrive, plutôt que de chercher. C'est pas du prêt-à-penser, c'est pas une manière de désigner les bons et les mauvais comme on le fait beaucoup à la télévision ou dans les médias, mais plus d'essayer de retracer le contexte de pourquoi c'est arrivé et d'où tout ça trouve son origine. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que quoi qu'il arrive, il s'agit bien d'une guerre d'agression, et que c'est bien la Russie poutinienne qui agresse un pays et un territoire qui se revendique de ce nom d'Ukraine, et des gens qui considèrent que ce territoire est le leur. Il s'agit de rappeler et de surtout pas oublier que les guerres font des victimes, beaucoup de victimes. On en est aujourd'hui à peu près à plus de 200 000 pour ce conflit en un an, plus les années qui précèdent
à partir de 2014. En 2014, il y avait déjà, je crois, une quinzaine de milliers de victimes de cette guerre. Les guerres, ce sont des destructions. Rennes, par exemple, qui a été pas mal affectée par la Seconde Guerre mondiale, on peut se souvenir de ça, mais moi je suis né en Normandie, le nombre de villes qui ont été totalement détruites, c'est considérable, donc c'est pas si loin que ça de nous. Mais donc les guerres, ce sont des villes détruites, des psychismes abîmés, les dégâts qui sont causés ne se limitent pas au combat et à des victoires ou des vaincus, mais ce sont des populations qui sont durablement et longuement affectées par ce qui a pu se passer. Et après bientôt un an de guerre, on est hélas en droit de penser que ça va durer sans doute longtemps. Et donc voilà, il y a des gens qui souffrent énormément et des gens qui meurent tous les jours. Je vais reprendre mes notes pour pas trop me perdre. Donc sans reprendre évidemment tous les chapitres du livre, mais ce qu'on a essayé de resituer en remontant dans un premier temps assez loin dans le temps, c'est un peu à tous les prémices, puisqu'une des justifications du pouvoir russe, par exemple pour envahir l'Ukraine, c'est que de dire de façon l'Ukraine ça n'a jamais existé, et c'est des thèses que reprennent certains, notamment l'extrême droite. Il y a des gens qui reprennent ces thèses un peu pro-russes pour dire finalement l'Ukraine ça n'a jamais existé, ça a toujours été dépendant de la Russie. Il y a toute une histoire à ce pays qui a été souvent envahi, souvent envahi par d'autres nations, d'autres dominations, mais il y a bien un territoire et un peuple qui se revendiquent de ce nom d'Ukraine, et donc on retrace aussi un peu l'histoire et la naissance de ce territoire. Alors, juste pour un petit point, on sait que on a tendance à considérer que Kiev serait le berceau de la Russie, et donc c'est une des raisons aussi culturelles et historiques pour la Russie de dire que l'Ukraine nous appartient puisque c'est le berceau de la Russie. De fait, effectivement, les frontières de l'Ukraine actuelle n'existent pas depuis très longtemps, puisque c'est seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'Ukraine que nous connaissons, même si elle a déjà été rognée par les agressions russes, existe dans ces frontières-là. Cependant, au cours des 18e et 19e siècles, il y a bien un pays qui se revendique de ça, même s'il a pu être dominé par différents, suivant ces régions, par l'Empire austro-hongrois, la Pologne, la Russie et plus tard l'URSS. Un peu plus tard, je pourrais dire qu'un des prémices ou des raisons souterraines de ce conflit, on sait par exemple que la Russie poutinienne a justifié son invasion en disant qu'ils allaient lutter qu'ils allaient dénazifier un pays, et donc que l'Ukraine était un pays rempli de nazis. Et ce qui est important de comprendre, c'est un peu la raison de ça, surprendre ou pas. On sait qu'il y avait des gens d'extrême droite, voire peut-être nostalgiques des nazis en Ukraine. C'est pas un pays magnifique. Quand par exemple la Russie donne ce genre d'argument, il faut comprendre que c'est à usage interne pour justifier la guerre, puisque la Russie, la Seconde Guerre mondiale, donc contre les nazis et l'invasion allemande, c'est la Grande Guerre patriotique, et de fait la contribution soviétique à cette Grande Guerre a été décisive. Et ça, la contribution soviétique, je ne sais pas si la guerre aurait été gagnée, mais sans doute pas de la même manière. Donc en fait, les soviétiques et les Russes, dans ce sens-là, en héritiers de ce conflit, se considèrent comme les descendants des efforts qui ont été faits par les soviétiques.
Et c'est quelque chose qui est toujours très important dans la culture russe actuelle. Et donc en annonçant qu'on va envahir l'Ukraine pour dénazifier, c'est bien, on se resitue bien dans cette histoire ancienne. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, peut-être pour voir comment tout ça peut s'articuler, faut savoir que, de toute façon, les Ukrainiens ont quelques bonnes raisons, surtout depuis la fin du 19e et dans les premières années du 20e siècle, d'avoir quelques ressentis sur ce qu'ils peuvent considérer comme les diverses occupations russes ou soviétiques. Didier l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'épisode de la Makhnovtchina, qui est pas trop revendiqué en Ukraine aujourd'hui, mais qui est bien réel et symptomatique, à savoir que au moment de la révolution russe, donc à partir de 1917, il va y avoir un certain nombre de mouvements, et donc sous la conduite, disons, de cette personnalité qui s'appelle Nestor Makhno, qui vont d'une part aider la révolution russe à lutter contre les Russes blancs, donc de cette manière contribuer à l'établissement de la révolution russe et qui vont aider les bolcheviks, et puis qui en parallèle vont aussi avoir établir des modes de fonctionnement anarchistes dans un territoire assez vaste de l'Ukraine actuelle. Comme l'évoquait Didier, une fois que les troupes makhnovistes auront contribué à aider, elles seront massacrées sans merci par des troupes menées par Trotsky. Donc c'est déjà une première manière, pour ceux qui connaîtraient cette histoire-là, de se dire que un certain grief qu'on peut conserver à l'égard des pouvoirs soviétiques. Un petit peu plus tard, si on remonte dans le temps, l'Ukraine est devenue une des républiques soviétiques. Il y a différentes étapes de la collectivisation des terres en URSS. Une première étape, c'était la collectivisation des terres, des très grandes propriétés, des très grands propriétaires, des aristocrates. Et à ce moment-là, les petits propriétaires, ceux qui ont quelques hectares, continuent à être propriétaires de leurs terres. Et puis il y a une deuxième étape, on va décider de la collectivisation générale des terres, y compris les petits propriétaires, qui sont eux des propriétaires exploitants et producteurs. Donc c'est d'une fait eux les vrais producteurs de l'activité agricole en Russie et précisément en Ukraine. Et on sait que l'Ukraine est décrite comme le grenier à blé de la Russie. Donc c'est important de ce point de vue-là. Ce qui va se passer, on est en 31 et 33, va y avoir une période de très très mauvaise récolte pour des raisons climatiques, pour diverses raisons. Et donc le pouvoir central attend que l'Ukraine fournisse une certaine quantité de production de blé au pouvoir central et à l'URSS en général. Cette quantité ne va pas pouvoir être fournie du fait des mauvaises conditions. Et je passe quelques épisodes, mais globalement, le pouvoir central, Staline qui est au pouvoir à ce moment-là, va considérer que ces quotas de production qui ne sont pas livrés, c'est en fait dû essentiellement à la mauvaise volonté des paysans ukrainiens qui n'acceptent pas la collectivisation et les processus en cours. Ce qui va se passer, c'est que ce qui va être décrété et qui va avoir des conséquences terribles, c'est que le pouvoir central ne va pas du tout donner de quoi nourrir la population ukrainienne, et les populations ukrainiennes dans les campagnes vont être en gros militairement enfermées dans certaines zones qu'ils ne pourront pas quitter, ce qui va conduire à une famine assez colossale et à plusieurs millions de morts. Donc on parle de cas d'anthropophagie, voilà, donc c'est une situation absolument terrible, qu'évidemment l'URSS peut chercher à documenter et à faire connaître. Mais c'est quelque chose de bien réel,
et qui reste dans les mémoires encore aujourd'hui. Enfin, la mémoire de ça a été revivifiée, mais qui reste présente quand même comme une atteinte sévère du pouvoir soviétique, donc russe, à l'égard du peuple ukrainien. Pendant cette période, même si l'Ukraine est sous domination russe pour la partie, disons, est de son territoire et polonaise pour la partie ouest, il y a l'émergence d'un nationalisme ukrainien. Et en fait, ces nationalistes, donc il y a un personnage peu recommandable qui va émerger, qui s'appelle Stepan Bandera. Quand les troupes allemandes vont envahir la partie ouest de l'Ukraine, qui vont se dire ces gens-là, les Allemands, les nazis, c'est les ennemis de nos ennemis, donc peut-être qu'on peut faire affaire ensemble, et qui vont nous aider à devenir un pays indépendant. C'est en quelle année, ça 40, au moment de l'opération Barbarossa, donc qui est l'envahissement, le déclenchement de la guerre de l'Allemagne contre l'URSS. Et donc ces gens vont finalement assez... c'est pas l'entièreté du peuple ukrainien, mais il y a une grande partie du peuple ukrainien qui va contribuer, aider les nazis, et aussi il y a de très grosses exactions, extermination des juifs, qui vont avoir lieu avec la contribution d'Ukrainiens. Il y aura aussi de la formation de troupes, de compagnies ou légions SS en Ukraine, comme dans bien d'autres pays, mais il y en aura plusieurs. Donc ça, c'est un élément du passé de l'Ukraine qui va ressurgir un petit peu plus tard, et qui sert aussi à justifier cette idée de dénazifier l'Ukraine. Je remonte un peu dans le temps, et tout ça c'est pour arriver un peu aux événements contemporains. Donc on sait que l'URSS éclate en 1991, et que les différents pays de la fédération vont prendre leur indépendance. Il faut savoir qu'il y a eu des élections en Ukraine, je crois que c'est l'année qui précède, en 1990, et qui est une sorte de référendum sur l'indépendance de l'Ukraine. Où est-ce que l'Ukraine voudrait rester dans la fédération ou en sortir? Et les résultats sont très très majoritairement favorables. Généralement c'est autour de 80% de oui, y compris dans les régions de ce qu'on appelle le Donbass aujourd'hui, donc qui sont des régions plutôt russophones. Et la région en fait qui est la moins, la réponse est la moins forte, c'est en Crimée, où là on approuve quand même l'indépendance à 58%. Donc l'Ukraine ne devient pas indépendante contre l'avis de sa population, et on sait que cette population est mélangée, disons, entre une partie plutôt à l'ouest ukrainophone et une partie, disons, est, sud et est, majoritairement russophone. Mais donc en tout cas, quand le pays devient indépendant, c'est pas un sujet, c'est pas un débat. Ce qui va se passer quand l'Ukraine devient indépendante, assez vite, les dirigeants vont avoir envie de s'éloigner de la domination générale du grand frère et voisin russe. Et donc il va y avoir un certain nombre de décisions petit à petit qui vont être prises, qu'on peut appeler des formes de dérussification. Et un des récits importants qui va être remis en avant dans le récit national, ça va être ce récit sur l'Holodomor, justement. Donc ce dont j'ai parlé avant, c'est cette grande famine et ces millions de morts des années 31-36. L'autre récit national qui va être mis en avant, ça va être essayer de porter un récit national ancien, et il va y avoir un certain nombre de lois de passé qui vont considérer comme des héros nationaux, ou à peu près à ce titre-là, toutes les personnes qui auront contribué ou qui se seront battues pour l'indépendance nationale. Alors c'est là où le tri n'a pas été très bien fait,
c'est moins qu'on puisse dire, parce que des gens comme Stepan Bandera, dont j'ai parlé, qui a prêté main forte aux nazis, et des gens qui ont été enrôlés dans ces compagnies au service de l'Allemagne, au service des nazis, vont de fait être considérés comme des héros nationaux, certains étant décorés de médailles militaires ukrainiennes. Donc on voit que là, il y a dans la volonté du nouveau pouvoir, je veux bien un peu d'eau, dans la volonté du nouveau pouvoir ukrainien, de s'éloigner de ce qu'était la Russie, il y a une manière assez large de refaire une histoire ukrainienne, et sans être trop regardant d'un point de vue politique sur ce que ça signifie. Tout ça va nous amener. Il faut comprendre, peut-être en parallèle, de l'histoire interne de l'Ukraine, que dans le même temps, il se passe des événements, je dirais plus largement dans le monde. Donc, l'OTAN, dont on sait qu'elle avait été créée pour s'opposer au bloc soviétique, n'a pas disparu avec la disparition de l'URSS. Mais au contraire, au fil des années, dans les années 90, dans les années 2000, l'OTAN se rapproche d'une certaine manière de la frontière russe. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais effectivement, il y a des pays, la Pologne, les différents pays de l'ancien bloc de l'Est vont se retrouver intégrés à l'OTAN, ce qui peut tout de même être considéré comme une menace par la Russie. Les pays baltes également intègrent cette alliance militaire. Dans le même temps, le régime russe a lui aussi un certain nombre d'activités belliqueuses pour maintenir les marches de son empire. On se souvient de la Tchétchénie et des massacres, des différents massacres qu'il y a pu y avoir à cette période. Et puis, j'ai noté en quelques dates. Laisse le temps de s'installer comme ça. Je reprends depuis le début. Je reprends depuis le début, tu crois? Je résume. Ah, peut-être quelqu'un peut résumer. Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même une succession d'interventions russes un petit peu partout dans le monde. Donc je parlais de la Tchétchénie, mais aussi en Géorgie, la Syrie en 2015, où il y a quand même 63 000 militaires russes. Et d'une certaine façon, Alep va être rasé par bombardement comme Grozny. Et ça rappelle les stratégies militaires russes qu'on tendance à ne pas faire dans le détail et à raser les villes auxquelles ils s'attaquent par des bombardements intenses. Donc, d'une certaine façon, on voit que l'avancée progressive de l'OTAN vers les frontières soviétiques, tout de même, après quelques années un peu d'effondrement, mais un regain d'activité, surtout concomitante à l'arrivée de Poutine au pouvoir, montre aussi qu'il y a toujours un maintien de l'activité militaire et impériale russe d'une manière générale dans le monde. Il y a alors l'Europe, la communauté européenne a parfois eu des velléités d'avoir une armée indépendante et ainsi de suite, ce qui ne s'est jamais concrétisé. Mais l'Europe a d'autres outils en fait. Et pendant cette même période qui va de 1991 à 2014, l'Europe est active et son activité, c'est plus la force de frappe européenne, c'est la réglementation, c'est l'argent, c'est l'investissement.
Et cette activité-là, assez silencieuse, va se mettre en action. Et il faut comprendre que cette activité, il y a un certain nombre de partenariats, d'aides qui vont être signés ou en cours de signature, et c'est une activité de normalisation. Et ça va avoir pour conséquence, par exemple, d'acter des ruptures réelles avec le fonctionnement habituel de l'Ukraine, qui se faisait beaucoup en lien avec la Russie, c'est-à-dire que tous les pratiques, les échanges commerciaux étaient beaucoup tournés vers la Russie, les normes, tous les modes de fonctionnement, ça peut être sur l'électricité, ça peut être des choses comme ça, étaient en lien avec la Russie. Ce que va imposer l'Europe petit à petit en échange d'aides financières, ou de pratiques comme ça va être un changement de normes. Des normes qui vont petit à petit tourner l'Ukraine vers l'Europe, avec la perspective effectivement de favoriser une intégration progressive de l'Ukraine vers le marché européen. Une des expressions de ça, c'est qu'il y a un moment dans les années 2010 ou par là, où l'Ukraine doit rembourser une dette à la Russie, ce qu'elle ne peut pas faire, et l'Ukraine va se tourner vers le FMI, qui, on sait, parfois prête de l'argent, mais en général, les potions du FMI, c'est assez, en termes sociaux et économiques, c'est assez drastique, donc c'est privatiser, réduire les retraites, enfin voilà, il y a tout un tas de potions que le FMI applique un peu partout où il passe. En général, c'est très foireux pour les populations. Le FMI va mettre sa petite main en Ukraine. Et donc il y a tous ces différents processus qui se font de façon assez lente et assez silencieuse. Et le moment de bascule va être en 2014. Alors on se souvient qu'il y a eu ces événements de ce qu'on a appelé de Maïdan, la révolte de la place Maïdan, qui est une grande place importante au cœur de Kiev. Qu'est-ce qui va déclencher ces affrontements, ces événements? En fait, le président de l'époque, qui est pourtant plutôt pro-russe, qui s'appelle Yanukovych, s'apprêtait à signer un accord, une sorte d'accord de libre-échange, qui avait différentes vocations réglementaires, avec la communauté européenne. Et de fait, à ce moment-là, voyant ce que ça impliquait comme basculement, Poutine a rappelé son sbire plus ou moins à la raison, et elle l'a empêché de signer cet accord. La rue ukrainienne, qui elle avait plutôt tendance à se tourner de plus en plus vers l'Europe, a refusé que ce traité ne soit pas signé. C'est ce qui a déclenché ces événements. Et donc l'opposition, les combats ont été très violents. Et c'est ce que racontent, les compagnons ukrainiens racontent un peu tout le déroulement de cette affaire-là au moment de Maïdan. Donc les événements vont aboutir au départ de ce président pro-russe, ce que évidemment l'URSS va considérer comme un coup d'État, la Russie poutinienne va considérer comme un coup d'État, et très peu de temps après, on aura les événements du Donbass qui vont démarrer. J'avais un petit point en tête que j'ai oublié. Non, c'est pas grave. Donc voilà comment tout ça démarre. Donc l'idée étant de dire que ça ne démarre pas en un jour, effectivement, comme on peut en avoir le sentiment il y a bientôt un an, tout d'un coup c'est la guerre et on ne comprend pas très bien pourquoi. C'est un processus progressif. Autre aspect que je voulais évoquer, qui est aussi celui des ressources. Alors on sait que la Russie avait réussi à contourner l'Ukraine en créant des gazoducs, donc Nord Stream 1 et le 2 qui devait être terminé et qui ne l'a pas été, et donc était devenue à peu près indépendante du transit de ces hydrocarbures par le territoire ukrainien.
Mais il faut savoir aussi qu'en Ukraine, il y a des ressources assez importantes en hydrocarbures, en gaz, mais aussi en minerais. Et qu'en fait, en 2012-2013, il y avait déjà eu des contrats, soit d'exploration, soit d'exploitation, qui commençaient à être signés avec des compagnies européennes ou américaines. Il y avait des exploitations en mer Noire, à proximité de la Crimée, qui étaient prévues. Et donc que tout ça a été stoppé. Donc on voit bien que, au-delà peut-être du slogan de départ qui parle de